Bonjour et bienvenue à cette nouvelle réunion de Chantier de France. Nous amorçons le cycle des conférences Chantier de France 2025 avec la distribution, un métier qui a vécu une année compliquée en 2024. L'année 2025 s'annonce également difficile. Nous allons en parler, nous allons surtout nous intéresser ce matin aux différentes façons de réinventer la relation client dans le contexte actuel. Ce sera l'objet de notre première table ronde. La seconde s'intéressera aux nouveaux entrants. Nous verrons comment ils changent la donne sur le périmètre français. Vous pouvez poser vos questions à nos invités à travers le chat qui est ouvert. On attend vos réponses en fin d'émission. Pour éclairer cette première table ronde et la thématique service chez le distributeur, je vous présente mes invités ce matin. Elisa Maléco, bonjour. Vous êtes directrice opérationnelle du SAV chez Kléber Maléco. Soyez bienvenue. Benoît Poussou, bonjour. Bonjour. Directeur général de Bergeron Monnoyeur France. Un homme qui a fait un cursus très intéressant sur le SAV, donc vous êtes légitime à cette table ronde. Merci. Tout comme Julien Blondel de Komatsu France. Vous vous occupez de tout le périmètre technique de la filiale. Bienvenue. Et David Dairel, vice-président Europe du Sud et Moyen-Orient chez Ritchie Bros. Le matériel d'occasion, David, est toujours un indicateur avancé de la conjoncture de la filière matérielle. Comment se porte-t-il en ce début d'année ? La tendance 2024 était l'offre répondait à la demande. 2025, elle est beaucoup plus actif. Donc on va voir, ça fait qu'un mois, mais apparemment ça a l'air de se développer et il y a de la demande. Donc il faut qu'on trouve l'offre maintenant. Il faut trouver l'offre. Est-ce que, en termes de demande, vous constatez une amélioration par rapport à l'année dernière chez Kléber ? Nous, l'année 2024 n'a pas été mauvaise en vente, plus calme que 2023, mais pas mauvaise. Là, 2025, on sent un ralentissement, donc on cherche des nouveaux modèles économiques. On va essayer d'en trouver quelques-uns. Benoît, une année 2024 qui n'était pas forcément très mauvaise, mais néanmoins en retrait par rapport à un très beau cru 2023. Oui, c'est exact. On a eu un retrait en termes de livraison, de matériel neuf et d'occasion. En revanche, sur la prise de commande en 2024, elle a été assez similaire, voire légèrement supérieure à 2023. Et il semble que 2025 démarre sur un bon trend, aussi un trend dynamique. Julien, est-ce que le contexte de marché était favorable aux gammes Komatsu qui sont assez orientées matériel lourd de production ? Donc vous l'avez dit, il y a un genre assez compliqué en 2023, 2024, même tendance, 2025, on redémarre sur des bonnes bases je pense. On a profité de cette période pour se renforcer au niveau SAV, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, on compte sur cette capacité à apporter de nouveaux services pour redévelopper quelque chose de plus fort avec nos clients. Donc on revient aux fondamentaux et on s'appuie sur un SAV fort. On a des marques qui sont réputées pour leur qualité de service. Chez Kléber, comment êtes-vous organisé en termes de SAV au sens large ? Alors on a 7 agences et 3 points service sur tout notre secteur, donc de Nantes à la frontière suisse, où on a 70 techniciens itinérants sur ce périmètre-là. Chaque agence a un responsable d'agence, un coordinateur, un inspecteur technique et une assistante SAV. D'accord, ça c'est le modèle tel que vous l'avez défini. Exactement. Est-ce que vous avez implémenté de nouveaux services récemment ? Oui, exactement. On a essayé, avec un train de retard, de s'améliorer sur la vente de contrats d'entretien ou de full service. Kléber Maléco, ça faisait pas partie de la politique jusqu'alors. Et on a vraiment voulu redynamiser ces sujets-là. Donc Volvo nous a donné un objectif de 1 machine sur 2. Aujourd'hui, on est plutôt à 30% de nos ventes avec un contrat. C'est en continuelle amélioration. On voit que chaque année, on prend 10% de ventes de contrats en plus. D'accord, donc vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qui explique qu'auparavant, ce n'était pas dans la culture de l'entreprise ? Peut-être qu'on a toujours voulu être réactif et moins dans la maintenance prédictive. Donc là, on change un peu ce modèle-là. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'on avait nos clients qui nous appelaient et on répondait dans ce système-là. Aujourd'hui, on voit aussi que les machines sont de plus en plus compliquées à dépanner. Donc les clients prennent moins d'initiatives. Et donc peut-être qu'un contrat full service pour eux est le meilleur accompagnement qu'on peut leur offrir.
Benoît, vous êtes à l'origine du programme Contrat de service et connectivité chez Bergera. Qu'est-ce que vous mettez sous ce chapeau-là et concrètement, qu'est-ce que vous proposez à vos clients à travers cette prestation ? En fait, nous pensons qu'effectivement, il est important d'accompagner le client dès la vente du matériel neuf, d'occasion ou de location, et d'y associer systématiquement une offre de souscription, connectivité et services. Et on a voulu, dans cette offre, changer un petit peu le paradigme, c'est-à-dire faire en sorte que nos clients sachent d'entrée ce dont ils vont bénéficier en termes d'engagement de la part de Bergera Monnoyer. Donc on a récapitulé une dizaine d'engagements dès le premier niveau de nos offres connectivité et services qui sont délivrés à nos clients. Et on va s'engager donc sur une dizaine de points, démontrer la réalisation de ces engagements dans l'espace client, et le client à tout moment peut vérifier si on délivre bien les engagements qu'on lui a donnés, et le cas échéant, pour un certain nombre d'entre eux, compenser si on ne venait pas à délivrer un certain nombre de ces engagements-là. 10 engagements donc qui engagent Bergera Monnoyer, le plus basique étant... Donc parmi ces 10 viennent avec chaque machine neuve, chaque machine d'occasion, chaque machine de location. Ces engagements tournent autour de la connectivité garantie, tournent autour de l'accès illimité au diagnostic à distance, tournent autour de rapports envoyés proactivement, de la surveillance préventive du matériel, évidemment l'envoi au bon moment, au bon endroit des filtres pour faire la maintenance, l'accès à des tutoriels. Et voilà, il y en a quelques autres, une dizaine d'engagements, et un accès à la conso garantie également. Chez Komatsu, votre télématique comme Trax est la clé de voûte de votre organisation SAV. C'est vrai que Komatsu a développé dès les années 2000 ce système de connectivité où on a énormément de data de plus en plus. Alors c'est vrai que là, le challenge, ça va être de pouvoir utiliser cette data pour apporter quelque chose en plus à nos clients. Donc là, voilà, je m'initie dans cette dynamique d'apporter vraiment... des diagnostics, des analyses précises. Et effectivement, on est sur la même lignée que Caterpillar avec une offre contrat de plus en plus complexe et qui apporte de plus en plus de valeur ajoutée. Clause d'efficience, clause de consommation, voilà. Fourniture de matériel de remplacement si vraiment voilà, on n'est pas bien, mais voilà. Combien de systèmes comme Trax sont opérationnels aujourd'hui en France ? Alors, sur notre partie, on a 10 800 machines équipées du Comtrax. Qui remontent de la donnée. D'accord. Sur les périmètres de Kleber-Meleco. 2500 machines. D'accord. Et chez Bergera ? Sur le périmètre France, on a 26 000 machines environ. 26 000 machines. Donc forcément, à un moment donné, on peut extraire de la statistique sur ce parc-là. Oui. Est-ce que vous êtes déjà au niveau d'une maintenance prédictive sur le territoire français ? Et on n'est pas seul avec nos 26 000 machines, c'est-à-dire qu'on a les autres territoires Bergera Monnoyer, et puis on a les autres territoires effectivement dans le monde, et avec des connexions très rapprochées avec le constructeur, ce qui fait que le constructeur et nous, par de l'investissement dans l'IA prédictive, peut identifier un certain nombre de patterns, et à partir de ces patterns-là, prévoir, donc prédire, et c'est là qu'on commence à parler de maintenance prédictive, ce qui, à partir de certains signaux, à partir de certaines analyses d'huile ou à partir de certaines inspections, peut présager d'un incident probable. On prend souvent l'exemple d'injecteurs où aujourd'hui on sait prédire à 80% de fiabilité la survenance d'un incident sur un injecteur en précisant quel numéro d'injecteur et sur quelle machine sur laquelle ça pourrait intervenir. Voilà. En venant d'un SAV plus curatif, est-ce que la finalité, votre objectif, c'est d'aller vers cette maintenance prédictive? Est-ce que vos clients vous la réclament? Aujourd'hui, Volvo a développé un outil qui s'appelle ActiveCare dans ce style-là. On fait les analyses d'huile aussi systématiquement à chaque révision. On sent que oui, c'est une demande de nos clients, surtout avec des machines de production qui ne peuvent pas s'arrêter. Et donc, ça permet aussi à ces clients-là de prévoir ou au moins d'éviter ce type de panne qui en plus cause un long temps d'arrêt. David, est-ce que l'arrivée de la télématique, qui n'est pas récente, mais qui est devenue maintenant vraiment un standard sur le périmètre français, a modifié la donne des matériels d'occasion? Oui, on a beaucoup de clients qui essayent, à travers l'historique de la machine, ça donne une plus-value. Parce qu'on voit, on peut suivre tout ce qui est maintenance de matériel, etc. Dans un certain cas, après il y a certaines marques qui font des diagnostics spéciaux qui sont reconnus à travers le monde comme les TA1, TA2, TA3. Mon Caterpillar, Volvo fait la même chose aussi. Ça donne une valorisation, ça rassure le potentiel acheteur. La machine d'occasion, c'est
Il y a différents types de machines d'occasion, mais c'est important aujourd'hui, quand quelqu'un met un certain montant dans une machine, il veut savoir son historique. Et ça, aujourd'hui, la donne a changé complètement depuis 4-5 ans. Tout le monde veut savoir ce qu'il y a derrière. Et les constructeurs, c'est pour ça qu'on fait aussi des classifications de garantie. Et même à travers nos ventes, soit sur nos marketplaces ou à travers l'enchère, on met l'historique quand on peut avoir l'historique. Mais je pense que ça va donner aujourd'hui au potentiel acheteur une visibilité de la vie de la machine. Ça implique que la filiale soit prête. Comment vous organisez cette évolution dans vos services? Alors, on se renforce effectivement. Hein. J'ai embauché récemment un data analyst qui va s'occuper spécifiquement de cette partie large machine. Alors, je vous rejoins totalement sur la valeur résiduelle et la valeur de revente qui est vraiment valorisée par cette capacité d'avoir un pédigré de la machine avec son historique. Et ça, bien sûr, on est capable, avec la télématique et puis les historiques de maintenance, de donner un gage de qualité sur une potentielle revente. Et voilà, ça valorise. Un client qui vient chez nous sait que sa valeur de revente peut être valorisée avec ces contrats full, ces contrats qui assurent une traçabilité totale au niveau de la machine. Cet expert de l'analyse de la donnée, c'est un nouveau profil dans vos sociétés. Est-ce que vous l'avez recruté? Est-ce que vous avez des difficultés à trouver le bon profil? Aujourd'hui, on a plutôt misé sur des personnes du métier, avec des inspecteurs techniques qu'on fait monter en compétences autour de ces analyses de données, plus qu'un data analyst qui ne connaît pas forcément les machines et le métier et aussi les clients. D'accord. Donc là, chez Bergera, ce sont vos inspecteurs techniques. Oui, c'est le centre effectivement de surveillance technique. Tout à fait. Qui répond donc aux appels de nos clients pour l'accès illimité au diagnostic à distance. Hein. Aujourd'hui, c'est 90% à peu près de succès en termes de diagnostic posé. Et ce sont ces équipes-là qui construisent les logiques entre effectivement des codes défauts et la probabilité de survenance d'incidents, qui vont renseigner ça, remonter ça à Caterpillar. Et là, chez Caterpillar, il y a de la consolidation avec l'IA et des data scientists chez Caterpillar. Ils sont déjà environ 200 à travailler là-dessus au niveau mondial. D'accord. 90% des problèmes résolus de diagnostic posé, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire en termes d'intervention. Et dans un cas sur 4, voire un cas sur 3 aujourd'hui, une remise en service à distance. Sans intervention. Et donc en une demi-heure, préparation en une demi-heure. Et le reste du temps, donc, intervention dès le premier coup par la force des choses, puisqu'on a posé le bon diagnostic. Donc ce qui permet de redispatcher les techniciens et de les affecter au mieux, suivant les besoins. D'accélérer effectivement les interventions et de limiter les temps d'arrêt des machines si ça intervient. Oui. D'accord. Ça, c'est quelque chose, c'est un service, c'est une prestation que le client maintenant a bien en tête. Oui. Il sait qu'il peut déjà passer par cette étape avant d'appeler le technicien, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, un petit peu dans l'urgence ou dans le besoin précipité. On va d'abord contacter notre interlocuteur habituel. C'est vrai, on communique beaucoup donc, sur cette offre. Donc c'est un des 10 engagements, l'accès illimité au diagnostic à distance. Et dans notre philosophie, on publie nos délais d'intervention et on publie par client le nombre de fois où ils ont fait appel au service de diagnostic à distance pour qu'ils soient conscients du potentiel gain qu'ils ont déjà réalisé avec les appels et de celui qu'ils pourraient réaliser s'ils nous appelaient davantage sur ce service-là. D'accord. Vous avez également des éléments de comparaison et d'amélioration en interne chez Clément Manico? Alors là, pour le coup, on mise plutôt sur la marque. Volvo, évidemment, on est en lien direct avec Volvo en Suède, où eux ont créé aussi une cellule avec plusieurs machines connectées partout dans le monde qui remontent ces datas-là et qui après retransmettent aux concessionnaires. Ça marche plutôt comme ça. D'accord. Chez Komatsu, alors là, on a parlé de l'IA avec Benoît Poussou. On est aussi à ce niveau de technologie. Oui, alors on essaie effectivement, comme l'a dit Benoît, d'accélérer nos temps d'intervention et ça passe par l'IA voilà, chez Komatsu on a des process bien établis en termes de diagnostic. Maintenant, effectivement, pour retransmettre tous ces process sur le terrain avec des techniciens qui ne parlent pas forcément anglais, on a maintenant à notre disposition une IA qui accompagne nos techniciens avec pour poser des diagnostics et d'avoir un plan d'action précis avec des pièces détachées, avec tout ce qu'il faut pour... Et vous avez déjà un retour d'expérience sur l'apport de cette IA
en termes de rapidité de diagnostic, de fiabilité du diagnostic? Oui, alors ça aide beaucoup en pré-diagnostic. Oui. Donc tous nos responsables d'atelier l'utilisent bien plus que sur le terrain, mais voilà, voilà, et on est capable d'envoyer aussi les techniciens. Voilà, l'objectif reste l'intervention en une fois. Effectivement, cette statistique-là, on n'y est pas encore, hein, on travaille dessus. Mais oui, c'est vraiment la tendance d'accélération et d'optimisation aussi des coûts du client, mais aussi des nôtres, hein, puisque les ressources humaines se font rares. Voilà. Elles sont de plus en plus rares. Et précieuses. Et de plus en plus chères, de plus en plus coûteuses. Quel modèle économique vous mettez en termes de financement dans le contexte actuel? On travaille avec Volvo Finance aujourd'hui. Ensuite, C'est le mode que vous privilégiez par rapport à votre clientèle? Oui, exactement. On préfère travailler avec Volvo Finance, qui va nous permettre de suivre le client complètement et aussi de rester dans la filiale Volvo pour le coup. D'accord. Et à l'heure actuelle, quel est le pourcentage de vente chez Clibert Maléco qui est adossé à un contrat avec Volvo Finance? Environ 15%. 15%, d'accord. C'est quelque chose que vous voyez évoluer? Sur certains types de machines, évidemment, notamment les machines électriques aujourd'hui, où on va passer principalement par le système de financement Volvo Finance. Ah oui, évidemment qu'on le voit évoluer. Après, ça dépend de la typologie du client, je dirais. Les clients ont aussi l'habitude de passer par un système de financement plus simple, où ils ne sont pas en lien avec Volvo, donc ça dépend de la typologie du client. D'accord, et pour les matériels électriques, là, c'est quasiment 100%. Oui, systématique, quasiment. Chez Komatsu, vous avez également une captive. Oui, Komatsu Finance. Finance, qui nous aide absolument. au quotidien à apporter ces solutions de financement avec des taux préférentiels. Hein, on fait beaucoup d'efforts. C'est vrai que là, avec l'augmentation des taux, les financements sont de plus en plus compliqués à avoir. Komatsu Finance nous donne cette possibilité. Et puis on a des choses de plus en plus complexes, hein, les pay-per-use ou les choses où on paie à l'heure. Nos clients sont demandeurs de plus en plus d'innovation en la matière et on est bien accompagné par Komatsu. Ça, c'est un des marqueurs des gammes premium. Vous devez aujourd'hui d'avoir ces propositions à vos clients. Comment vous arrivez à objectiver leur apport et leur pertinence? Parce qu'elles ont un coût, quoi qu'on en dise. Vous voulez dire les solutions de... Notamment, jusqu'au bout, c'est le paiement à l'usage. Oui. On n'en est pas encore là. En tout cas, c'est pas la majorité des machines que vous vendez qui sont associées à ce mode de mise sur le marché. Mais comment vous arrivez à expliquer aux clients que c'est la meilleure solution d'acquérir le matériel et que, au final, c'est plus avantageux pour lui? En fait, il y a un positionnement de nos offres et une variété d'offres uniques, je dirais, par rapport à un besoin client. Et donc, toute offre ne va pas convenir à un même besoin client ou à des besoins clients différents. Donc, on a une panoplie d'offres qui va aller d'une machine d'occasion révisée jusqu'à du pay-per-use, en passant par des machines neuves accompagnées d'offres connectivité et services de plusieurs niveaux, hein, donc avec la maintenance, associé à un full service, voire des rebuilds qu'on peut avoir sur étagère pour proposer une alternative à du matériel neuf, et effectivement des offres de location longue durée qui peuvent aller jusqu'à une flexibilité dans la facturation de type pay-per-use. Ce qui est important, c'est effectivement de connaître les enjeux du client en termes d'optimisation de l'efficacité de sa flotte, que ce soit une efficacité économique, productiviste ou environnementale. Et effectivement, selon les enjeux, selon les budgets, adosser une proposition qui est à choisir parmi l'intégralité de cette offre de matériel, occasion jusqu'au pay-per-use, technologie embarquée, donc des technologies de pesage, de guidage, de remontée de data, et les engagements du concessionnaire que nous sommes en termes de connectivité et services, que ce soit les 10 engagements de base ou d'autres. On parlait de la maintenance, par exemple, sur le second niveau d'engagement, qui est le niveau tranquillité, qui englobe la maintenance pour la machine. On délivre un certificat de maintenance garantie Caterpillar, constructeur, qui est apposé sur la machine et qui permet de certifier et donc de mieux valoriser le prix de revente de ces machines-là, et qui a un engagement international. International. Donc vous vous retrouvez face à cette concurrence? Non, parce qu'on a un accord, on travaille beaucoup étroitement avec Caterpillar à travers le monde, on a un accord global, mais ça valorise le matériel. Si Caterpillar domine, on va dire, les marchés
dans l'occasion, parce que c'est vrai, ils sont présents un peu partout, c'est leur service, c'est tout ce qu'ils apportent à la machine qui fait qu'il y a une confiance sur le marché. Donc non, on travaille avec leurs outils, on utilise aussi leur inspection comme avec Volvo, comme avec Komatsu, avec les dealers locaux, etc. On a des accords et quand on peut faire une inspection comme ça, nous, on n'est pas juge et partie. On est juste neutre. Donc on demande, le client on veut une inspection parce qu'il veut savoir comment est la machine, parce qu'on a ces rapports, etc. Mais des fois, on fait les analyses d'huile, etc. Mais ça donne une valorisation. L'occasion aujourd'hui, c'est pas l'occasion à la papa il y a 15 ans en arrière. Aujourd'hui, les clients qu'achètent, et quand c'est des entreprises finales, ils veulent savoir comment sont les machines, parce que c'est un investissement. Et c'est un œil externe, donc, qui ne peut pas être accusé de ne pas être partial. Non, et puis ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui on travaille tous en collaboration. L'occasion, c'est devenu un business model pour les dealers, les concessionnaires, etc. Donc on ne peut pas se cacher, on est tous dans le même moule. Il y a différents types de machines, et le marché fluctue. Mais ce qui fait la différence, c'est d'essayer, eux comme pour nous, c'est d'attirer le client final. On veut vendre le client final parce que c'est lui qui paye le vrai prix de la machine d'occasion. Est-ce que vous avez identifié un marché pour ces matériels d'occasion auprès de vos clients? Oui, évidemment. Nous, ensuite, on a beaucoup misé sur le rebuild aujourd'hui. On fait 2 à 3 rebuilds dans l'année. On a un atelier pilote sur Niort qui s'occupe principalement du rebuild chez nous, avec des techniciens experts dédiés à ces ça, opérations. qui suivent l'opération du début à la fin. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on mise et on voit que ça marche de plus en plus. Ça permet aussi de valoriser l'occasion. Là où on a des fois des états de machines où on a du mal à la revendre comme telle. Donc le rebuild permet de la valoriser. On est sur des matériels de production. Chez Volvo, des chargeuses Chargeuses principalement. Oui. Oui, principalement un peu de tombereau. Aussi. Très peu de pelles aujourd'hui. Chez Komatsu, c'est aussi une prestation que vous structurez. Ah, c'est le vrai sujet là en ce moment. Hein. Qu'est-ce que vous mettez en place? Donc on a mis en place là une partie remanufacturing de composants récemment, donc avec une certification Komatsu Japon qui nous permet de garantir ces composants, chose nouvelle pour Komatsu France. Et récemment là, on a certifié notre atelier de Marseille comme étant l'atelier Rebuild. Donc pour prendre en charge le rebuild total d'une machine. Et effectivement, on avait du mal à valoriser la qualité Komatsu. Je pense qu'avec Caterpillar, Volvo, j'imagine, mais avec ce principe-là, on peut offrir à nos clients une vision 30 000, 35 000 heures sur certains matériels, ce qui même au niveau environnemental, c'est très recherché actuellement. Ça se valorise en termes de gains en CO2. Et voilà, donc une vision plus long terme sur des matériels un peu plus lourds que nous voulons apporter avec des engagements 20 000 heures dès la vente de la machine, avec dans le package cette possibilité d'allonger encore de 10 à 15 000 heures. C'est une pratique historique chez Bergera. Est-ce qu'aujourd'hui, la volonté d'abaisser l'empreinte carbone des clients, de vos clients, est leur première motivation pour recourir à ce rebuild? C'est une motivation importante, tout à fait alignée avec ce qui a été dit sur l'importance du rebuild, du reconditionnement, effectivement, que ce soit sur les composants ou sur la machine complète. On constate, nous, depuis 2-3 ans, un palier supplémentaire qui a été franchi avec nos clients. Et effectivement, les arguments qui sont souvent associés au reconditionnement sont des arguments économiques, c'est-à-dire que le logo 4, c'est Build to be rebuilt, donc c'est être construit pour être reconstruit une seconde fois, voire plus. Et c'est effectivement par cette action-là qu'on va chercher la valeur de l'acquisition de la machine et de la première vie de la machine, et d'aller chercher le maximum de la première vie, et pour, au moment opportun, au meilleur moment possible, déclencher un reconditionnement aux composants ou à l'intégralité de la machine. On a vraiment vécu un nouveau palier depuis 3 ans où on a pratiquement multiplié par 2 le nombre de rebuilds qu'on réalise dans nos ateliers et dans le centre de reconditionnement de composants qu'on a à Brie-Contrebert en région parisienne. D'accord. Dans vos ateliers, il y a également des équipes dédiées à ces prestations, ou ça peut être une équipe un petit peu mixte qui fait un petit peu d'atelier le matin, du rebuild l'après-midi, une intervention sur site un troisième jour. Comment ça se passe? Alors c'est important d'avoir une personne dédiée sur un rebuild. Donc quand on fait un rebuild dans un de nos 40 ateliers sont habilités à faire des rebuilds, il y a une personne en charge du rebuild, et en général c'est même un binôme.
Et les composants, eux, sont envoyés à notre centre de reconditionnement de composants de Brie-Comte-Robert, où on a une quarantaine de personnes qui font que du reconditionnement toute de composants l'année toute l'année. et qui ne travaillent que pour vous Oui. en interne. Oui. Et pour nos confrères d'Eneria, sur certaines Oui. gammes de moteurs jusqu'à 2000 kW. Mais uniquement dans le périmètre Monoyeur. Monoyeur, pour le coup. Caterpillar, voilà. 40 personnes qui travaillent à l'année Oui, sur moteur, boîte, transmission, et 5 personnes de plus à Toulouse sur les vérins, et du sauvetage de pièces. Parfois, de la remétallisation permet de garder dans le circuit des pièces et d'éviter d'en produire une neuve avec le supplément d'empreinte carbone qu'on peut imaginer. Ouais. Est-ce que depuis que vous êtes à la direction opérationnelle du SAV chez Kleber Maleco, vous avez vu au sein de l'entreprise, mais également de votre écosystème, un intérêt nouveau pour les prestations SAV qui ont été parfois pas laissées de côté, mais la priorité était plus donnée au commerce, à la vente de matériel neuf. On a changé d'environnement, de logiciel, je vais dire. Et on est de plus en plus maintenant sur l'économie circulaire. On essaie effectivement d'alléger l'empreinte carbone des activités donc, de vos clients. Comment vous voyez ce service dont vous avez la responsabilité ? Oui, aujourd'hui, les commerciaux vendaient des machines où il y a eu une période où ils vendaient des machines plutôt facilement. Là, ça change un peu, donc ils s'ouvrent un peu plus sur le service aussi, donc sur la vente de contrats, mais sur la vente aussi d'outils que Volvo nous passe pour augmenter la productivité de nos machines sur certains sites comme des carrières ou des sablières. On a aussi une vente de CO2 Reduction Programme, où là c'est un programme sur une année où on suit le client en lui proposant des formations à ses opérateurs. Le but est principalement de réduire la consommation, mais aussi d'améliorer l'utilisation de sa machine. Donc voilà, on sent aussi que le client est plus attiré par ce type de produits, de produits de service en fait, et d'accompagnement. Il est disposé à payer pour ce service. Ça implique aussi des engagements. Donc vous engagez sur un niveau de consommation, vous vous engagez sur un niveau de disponibilité, vous vous engagez évidemment sur un délai d'intervention. Ça oblige le concessionnaire. Oui, évidemment, ça nous oblige, mais il faut aussi être en phase avec ce que le client souhaite. Aujourd'hui, le client, si on lui annonce qu'on met une semaine à intervenir chez lui, c'est pas possible. Donc évidemment, on s'engage à un taux d'efficience, à un taux de réactivité de notre SAV. Ça passe par des embauches et des formations de nos techniciens aussi. Voilà, on s'améliore sur ces sujets-là. Chez Komatsu, les matériels sont réputés assez fiables, mais ils peuvent aussi tomber en panne. Comment vous réagissez ? Ouais, c'est rare. Ça arrive. Mais effectivement, donc nous, on a redéveloppé aussi cette partie management des compétences. J'ai une personne dans mon équipe dédiée à ça. Donc on offre à nos techniciens vraiment un plan de carrière où il peut y avoir une montée en compétences sur les technologies. C'est vrai que là on parle d'électrique, on parle de systèmes CAN-bus qui sont de plus en plus complexes. Donc voilà, nous on a mis ça en place et on est aussi capable de l'offrir à nos clients. C'est-à-dire que là, nos clients majeurs nous demandent aussi, pour ceux qui ont encore des techniciens et un atelier digne de ce nom, d'avoir ces plans de formation. Et voilà. Donc on accompagne aussi nos clients qui ont des ateliers sur la maîtrise de la maintenance et puis du diagnostic. Jusqu'où Bergerac Monoyeur, pour Caterpillar, peut s'engager auprès d'un client ? Donc déjà, cette dizaine d'engagements upfront vis-à-vis des clients, donc on a changé, où on est passé d'un engagement de moyens qui disait faites-nous appel, vous verrez, on intervient vite, on livre vite les pièces et on maintient en opération vos machines, à des engagements de vous avez un accès illimité au diagnostic à distance par exemple, et dans un cas sur 4, on remet en service la machine. C'est une centaine de machines qu'on remet en service à distance par mois aujourd'hui. À un coût nul pour le client, une réduction d'empreinte carbone par rapport à un technicien qui se serait déplacé sur place, d'environ 30 kg par intervention gagnée. Donc voilà, on fait ces bilans-là. Et donc notre engagement, ce sont ces 10 engagements-là, la visibilité partagée sur l'espace client de chacun des clients, donc sur la tenue de ces engagements-là. Et dans un certain nombre de cas, aujourd'hui sur la consommation, une proposition de compensation qui est associée à ces engagements-là si la machine consommait davantage que ce qu'on a promis.
Et donc on est en train de construire un autre engagement sur la disponibilité des pièces. Au-delà de l'efficience, effectivement, des machines qui font partie des niveaux les plus élevés de nos contrats, de nos offres connectivité et services full service. Donc en cas de dépassement d'une consommation annoncée, Oui. vous indemnisez le client? Oui, dès le premier niveau d'engagement connectivité et services. Oui. D'accord. En termes de moyens, on a évoqué tout à l'heure le SAV, tout ça, ça demande aussi des capacités de stockage et de livraison optimisées sur le territoire. Comment êtes-vous structuré aujourd'hui? Donc effectivement, on a des équipes dédiées, on a parlé du centre de reconditionnement de composants, on a parlé des équipes de diagnostic à distance, et on a investi dans une nouvelle plateforme logistique à Amblainville, qu'on a déployée entre avril et décembre l'an dernier. Et donc aujourd'hui, on est à 100% de nos expéditions depuis la nouvelle plateforme d'Amblainville, qui traite environ 1500 commandes jour, avec des moyens plus automatisés, plus rapides, pour toujours mieux sécuriser notre promesse sur la livraison de pièces, qui est aussi un des points sur lesquels Bergeron Monnoyer a construit son histoire. David, toutes ces prestations chez un utilisateur final, une entreprise de travaux publics, schématiquement, est-ce que ça n'éloigne pas un petit peu l'entreprise du matériel, avec une perte de connaissances, une perte de savoir-faire sur cette fonction matérielle au sein d'une entreprise de TP? Non, je pense pas. Je pense que la demande est là. Quand vous parlez de CO2, tout le monde regarde l'impact carbone. Je pense qu'aujourd'hui, la clientèle, bon après ça dépend des TP, les tailles d'entreprise, mais je pense qu'aujourd'hui, les clients, ce qu'ils veulent, c'est de l'efficience. Ils veulent être concentrés sur leur activité, qui est les travaux, quand ils sont les travaux ou loueurs. Et toute cette partie-là, je ne pense pas que ça éloigne. Je pense qu'aujourd'hui, le client a besoin de réactivité, il a besoin de service. Ce qui fait la différence aujourd'hui entre certaines marques, c'est le SAV, c'est la qualité de revente de la machine, mais c'est surtout la réactivité. Les clients, ils ne veulent pas avoir des machines, un loueur ou un entrepreneur de travaux publics veut que sa machine soit fonctionnelle tous les jours. Donc je pense pas, je pense que pour moi, ça reconnecte plus toutes ces offres de services que les concessionnaires amènent et ça donne une valeur ajoutée. Entre les nouveaux entrants, comme on parlait tout à l'heure, et les marques premium, il y a quelque chose qui se passe actuellement en Europe. Et aux États-Unis, le client est demandeur de ses data et demandeur de ses outils. Ce qui veut dire qu'on régionalise un petit peu le marché, Oui. puisque les attentes et les exigences ne sont pas les mêmes d'un continent à l'autre et même d'un pays à l'autre. Oui, puis là, avec les nouvelles taxes aux États-Unis, avec les lois Trump, etc., on voit que le matériel, nous, on voit depuis 5-6 ans que le matériel s'est régionalisé. Déjà, on avait les moteurs, stage 4, 5, EPA aux États-Unis, donc on ne peut plus transformer. Avant, le business d'occasion se faisait en bougeant le matériel, et ça, c'est de moins en moins. Donc, c'est très, très régionalisé. Donc, ce qui est intéressant pour les marques premium qui se sont développées depuis des années avec des parcs sur place, ils ont un volume de pièces, donc économiquement, c'est intéressant pour eux. Et on voit que les clients, et surtout depuis 24 mois, les clients ont amené leurs machines beaucoup plus loin, parce que le coût des machines, l'accès à la finance est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc les gens vont, je pense qu'on va revenir dans les années 90-2000 où les gens gardaient les machines 10, 15, 16, 17 000 heures. Le rebuild en fait, bon, Caterpillar et Komatsu, parce que Komatsu le fait beaucoup dans certains pays africains pour les miniers, etc. Tient les machines 30, 40 000 heures. Je pense qu'on va, la donne est en train de changer. La seule chose qui peut, pour nous les Européens, parce qu'on est un peu plus en avance que les Américains, c'est tout ce qui est sécurité. Les machines, c'est ça on ne peut pas changer. Ça veut dire que quand on met des nouvelles normes, les machines doivent être renouvelées. Mais je pense qu'on va aller plus loin. On va tirer les machines plus loin. Et c'est pour ça que d'avoir un accès à la pièce rapide, d'avoir des techniciens formés, d'avoir tout ce que vous disiez, surtout tout ce qui est la télématique, la connectivité des machines, c'est super important. Les gens, ils veulent que leur machine fonctionne. Et Benoît, je vous pose la question, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de faire durer des matériels au moment où on voit une accélération de l'innovation, des technologies embarquées et normalement d'une efficacité et d'une efficience supérieure? Alors, il y a certaines technologies qui peuvent être embarquées lors d'un rebuild. On parle de technologies autour de la sécurité, de technologies aujourd'hui, par exemple, dans des senseurs sur l'usure de train de roulement. Ça peut tout à fait se faire lors d'un reconditionnement. Des technologies de guidage, des technologies de graissage centralisé. Toutes ces choses-là peuvent tout à fait se faire et s'upgrader à l'occasion d'un rebuild. Il y en a d'autres qui sont plus complexes, qui sont le changement de tir d'un moteur, qu'on ne va pas faire parce que ça engendre des frais d'études qui sont significatifs à l'échelle d'un rebuild. Mais donc aujourd'hui, on est de plus en plus en train de rebuilder des machines dont la motorisation est déjà une motorisation tier 4, tier 5. Donc le gap de consommation entre la machine qu'on rebuild et la machine neuve équivalente aujourd'hui
c'est amoindri par rapport à des gaps de consommation qu'on a connus il y a 5 ans, quand on est passé, nous, Caterpillar, sur des technologies next-gen, où on a eu des vraies baisses très très significatives de consommation. Donc aujourd'hui, on peut rebuilder des machines qui ont des consommations déjà optimisées, et donc on trouve tout l'intérêt, et on peut y associer au rebuild, des rétrofits de nouvelles technologies. Ouais. Votre constructeur de référence a annoncé un lancement de nouveautés sans précédent. On est sur 80 nouvelles références en 2 ans. Comment on gère autant de nouveautés à mettre sur le marché et comment on les défend par rapport à ces possibilités, effectivement, de recourir à du rebuild et à d'autres solutions au neuf? Ça passe par beaucoup de formations, en interne ou directement chez Volvo. Nous, ça a toujours été quelque chose d'important chez nous, c'est de former les gens. Les techniciens, les commerciaux, aussi l'accompagnement. Si un commercial n'est pas forcément à l'aise sur une typologie de produit, aujourd'hui il peut être accompagné de son inspecteur qui lui sera expert. Donc ça, c'est un peu la formation chez nous, c'est en tout cas quelque chose d'important pour suivre ces évolutions. Volvo met beaucoup aussi de communication, d'outils pour s'appuyer sur la vente de ces nouveaux produits. Que ça soit tout ce qui est plaquettes aujourd'hui, aussi beaucoup sur les réseaux, de communication sur les réseaux sociaux. Là, ils ont annoncé en effet beaucoup de nouvelles machines électriques, mais pas que. Ça passe notamment par les réseaux sociaux. Est-ce que vous constatez une évolution dans la relation du fournisseur que vous êtes par rapport au client final? Aujourd'hui, on n'est plus sur une relation très transactionnelle. Ça finit par une transaction, mais on apporte autre chose. Comment vous voyez cette relation évoluer et comment vous arrivez à la valoriser auprès de vos clients? Oui, on se doit se distinguer de nos compétiteurs et effectivement, on est plus maintenant sur un partenariat où effectivement toutes ces datas sont partagées et l'efficience, voilà, on doit apporter quelque chose en plus. Sinon, on serait des constructeurs lambda. Donc, partenariat, engagement, voilà, c'est fidélisation. Partenariat, c'est pas un petit peu galvaudé parce que on est beaucoup dans le partenariat aujourd'hui. Oui, alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie et concrètement, comment le client le reçoit? Ben nous, on s'engage pour les clients qui le désirent, à partager, à faire des rapports, à visiter nos clients sur base d'analyse de leur parc. On a beaucoup d'outils comme Smart Construction où pour un chantier donné, on va venir étudier la topographie et optimiser les ressources à engager sur un chantier. On a des analyses de carrière aussi, voilà, on analyse tous les flux d'une carrière et on peut proposer le bon matériel pour optimiser le rendement et la consommation et l'engagement financier autour des opérations. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui apportent cette valeur ajoutée et qui fait que voilà, on est spécifique et on n'est pas quelque chose de standard. Je dirais que la décision que nous avons prise chez Bergera Monnoyer, c'est de systématiser, packager, automatiser ces engagements avec chaque matériel qui est vendu. Aujourd'hui, que ce soit une machine neuve d'occasion ou de location, dans plus de 80% des cas, sont souscrites ces offres connectivité et services avec cette dizaine d'engagements. Et donc, on a effectivement une échelle et une massification importante, donc avec 25 000 machines qui émettent de la donnée, déjà plus d'une machine sur 3 qui sont sous ce type d'engagement. Et ça permet effectivement je trouve, clarifier le discours qu'on peut avoir vis-à-vis de nos clients. Et voilà, ces 10 engagements, on passe beaucoup de temps aussi à former nos commerciaux, nos conseillers en gestion de flotte que sont les inspecteurs après-vente ou les spécialistes produits qui peuvent accompagner les commerciaux sur le terrain en cas de vente plus complexe ou de produits à configuration un peu plus complexe. Mais on a apporté de la clarté, de la transparence sur ces engagements dans toutes nos offres et une valorisation vis-à-vis du client. On estime que ces engagements valent facilement de 3 à 4 000 euros par an par machine. Et le prix qu'on en demande est bien inférieur à celui-là. Donc il y a un vrai bénéfice client à bénéficier de ces engagements-là.
Ne serait-ce que le maintien de la connectivité, on en parle tous, c'est clé pour les services de demain de s'assurer qu'on surveille que l'intégralité de notre parc sous ces souscriptions-là soit connectée et qu'on soit volontariste pour aller vers des clients. On a été vers des clients, leur proposer d'embarquer l'intégralité de leur parc actuel, pas seulement des nouvelles acquisitions, sous ces offres connectivité et services. Et donc on a eu des parcs de 100, 200, 300 machines chez des clients régionaux ou des clients nationaux qui ont été embarqués volontairement de la part de ces clients sous ces offres connectivité et services pour bénéficier du maintien ou du remplacement de boîtiers qui portent des technos 2G, 3G qui ne vont pas survivre très longtemps. Clairement. Voilà, des boîtiers qui étaient potentiellement abîmés et qui trouvent des bénéfices à la connectivité pour héberger la data dans leur ERP, pour recevoir les rapports avec des benchmarks nationaux sur des consommations, des empreintes carbone, des comportements opérateurs par exemple, et avoir l'accès à ces services diag illimité, le prédictif, la maintenance préventive également. On envoie également avec chaque pièce de rechange qui serait commandée directement. S'il y a un tutoriel existant, on parlait de réseaux sociaux, on envoie le tutoriel de montage de ces pièces-là automatiquement au client. Voilà. Ce n'est pas des options au coup le coup qu'on va discuter, on va essayer de les packager. Et dans 80% des cas, c'est-à-dire chaque fois que le client ne demande pas à ce qu'elles soient retirées, elles sont offertes par défaut. Voilà. Par défaut. Oui. Par défaut, c'est le standard maintenant oui. en France. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous êtes à ce niveau d'acceptabilité de ces prestations sur votre clientèle? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on reste quand même des experts de ces produits et donc des interventions. Aujourd'hui, on a des clients régionaux qui ont des ateliers aussi complets que les nôtres. Ça n'empêche qu'ils nous appellent toujours. On peut faire un suivi par téléphone, mais on préfère se déplacer. C'est vrai qu'on aura moins de problèmes à envoyer un technicien si on a un client qui est en panne au fin fond du Doubs ou du Jura, plutôt que le faire par téléphone, où on sera peut-être forcément un peu moins à l'aise, forcément pas là pour voir si c'est correctement réalisé. Donc on va préférer se déplacer, quitte à prendre les déplacements à notre charge, mais pour une meilleure relation client et garder ce côté expert aussi des interventions. Donc ça, c'est important pour le groupe Kleber-Maleco de garder quand même en interne la compétence et la capacité de déployer le service chez le client, quand bien même il n'est pas forcément très moteur pour changer de modèle. Oui. Après, aujourd'hui, on forme quand même des clients sur certains sujets, mais ça va plutôt être sur l'accompagnement des opérateurs plutôt que sur les interventions. Aujourd'hui, on a formé quelques formateurs de chez nos clients pour la conduite écologique plus que sur les interventions. Oui. Chez Komatsu, vous êtes relativement structuré sur le périmètre de la filiale française. Est-ce que vous avez des synergies avec le reste de la distribution sur la métropole? Alors, la métropole? Oui. Le territoire métropolitain. Oui, avec nos confrères. Qui a une harmonie de, oui, bien sûr. Donc prestations. On a développé des chartes pour offrir d'une seule voix sur tout le territoire français. On parle beaucoup avec nos confrères, BPM, les représentants de la marque. Oui, on va vers une harmonisation. D'ailleurs, ils ont aussi lancé la certification d'un atelier Riemann de composants pour pouvoir couvrir leur zone aussi avec cette nouvelle offre. Donc voilà, on se parle beaucoup pour qu'on harmonise un minimum de choses et parler d'une seule voix, bien sûr. On voit que l'informatique embarquée, l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle maintenant de manière assez concrète, change la donne. Comment vous voyez cette prestation après-vente dans un groupe comme Bergeron-Amonoyer à 5 ans dans le quotidien de vos pratiques? Moi, je pense qu'on va aller effectivement vers une évolution d'un modèle économique de l'après-vente qui était très transactionnel et très réactif par rapport à du curatif, vers quelque chose qui est beaucoup plus proactif, basé sur de la maintenance préventive, de la maintenance prédictive et effectivement une extension de la durée de vie, de la première durée de vie du composant ou de la machine au maximum avant d'intervenir pour un reconditionnement.
Aujourd'hui, on est quasi à un tiers de notre activité qui est en proactif, donc qui n'est pas du curatif, mais qui est plutôt du préventif, du prédictif ou du rebuild. Et donc, je vois cette part-là augmenter. Et après, je pense qu'un de nos enjeux, c'est aujourd'hui les signaux, on les a pour les machines connectées, les signaux, on les reçoit. On commence à mettre de l'intelligence artificielle pour être meilleur qu'il y a 10 ans, quand tous les signaux arrivaient, il fallait envoyer un technicien à chaque fois et on se rendait compte que ça ne servait pas à grand-chose. Il y a bien des cas où ce n'était pas nécessaire. Donc aujourd'hui, on a mis de l'IA pour filtrer, reconnaître des patterns de signaux et d'occurrence de signaux qui font qu'il est intéressant d'intervenir parce que là, pour le coup, il peut y avoir un incident. Et maintenant, tout l'enjeu va être de dissocier les interventions que nous menons nous-mêmes au titre de nos contrats full ou certains niveaux de contrat. Pour les autres contrats où le client souhaite garder la main, quel conseil on lui envoie, comment on lui envoie, par quel canal on lui envoie, avec quel appui. C'est toujours du figitage, c'est-à-dire que oui, il y a le diag à distance, oui, il y a peut-être l'email ou l'alerte qui va arriver, mais à un moment donné, il y aura potentiellement un technicien qui peut intervenir avec éventuellement une prise de rendez-vous à distance. Mais voilà, c'est cette combinaison entre l'intervention physique d'un technicien, le conseil ou la visite physique d'un de nos inspecteurs après-vente, conseillers en gestion de flotte, et le digital qui peut permettre tout ça. Donc un des enjeux, c'est ça, et donc là, les bases de données contact aussi de nos clients pour être sûr de s'adresser aux bonnes personnes. Bien sûr, et par rapport à votre feuille de route, vous êtes dans les temps de passage que vous vous étiez fixés. Oui, les premiers déploiements, effectivement, de ce type de technologie hybride, entre la génération d'un conseil, la manière de l'amener au client, et la manière aussi de tenir informés nos propres équipes techniques locales, les techniciens ou les inspecteurs après-vente, ou les deux, en support de nos clients au cas où le moyen pur digital n'aurait pas suffi. Est-ce que vous pensez que vos clients vont venir progressivement à ces nouvelles solutions ou ce sera toujours à vous d'en faire la promotion et de les valoriser? Non, forcément qu'ils vont y venir. On le voit déjà dans d'autres domaines où les clients sont moteurs par rapport à ça. Donc je pense qu'en effet, le travaux public ne sera pas en retard sur ces sujets. Ça va venir et on le voit. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de frein dans le groupe Kleberman Eco, ni en termes de ressources humaines, ni en termes de capacité financière pour déployer ces services et se projeter. Non, au contraire. En plus, on est suffisamment à l'écoute de nos clients pour essayer d'avancer avec eux et de faire un partenariat. Tout à l'heure, vous en parliez, pour essayer de déployer des solutions qui conviennent parfaitement à ce qu'ils recherchent. C'est l'objectif. Sur des cibles par spécialité, par exemple de travaux publics, plus ou moins proactives, est-ce que par exemple l'industrie minérale est assez moteur dans ce domaine-là? En tout cas, chez nous, oui, c'est ce qu'on ressort, surtout par rapport à la productivité des machines. Aujourd'hui, ils analysent beaucoup la productivité de leurs machines et de leur site aussi. Donc oui, je pense qu'ils sont un petit peu en avance par rapport à ces sujets. Après, il y a un léger retard sur le travaux public, mais je pense que ça va venir aussi. C'est question de mois et pas d'années de retard. 2 mois, et donc vous serez prêt également à déployer toute cette palette de nouveaux services? Oui, aujourd'hui on a déployé un outil de suivi de productivité, principalement en carrière et sablière. On aimerait trouver un client pour du génie civil. Là, on est potentiellement sur un client dans le recyclage, donc on voit déjà aussi que ça s'ouvre un peu et qu'il s'aligne par rapport à la... D'accord, donc l'appel est lancé, vous recherchez un client pour tester cette solution, typiquement sur un chantier, par exemple, de terrassement linéaire. Oui, et pour un chantier long aussi. Long, d'accord. Évidemment, parce que ça demande un déploiement qui prend un peu de temps. Donc si le chantier dure une semaine, l'effort n'est pas intéressant pour le client. Et le retour d'expertise n'est pas forcément très pertinent. On a quelques projets de gros chantiers d'infrastructure linéaire, justement. Est-ce que, selon vous, je vais poser d'abord la question à Julien, ça va être l'occasion de déployer ces nouvelles prestations à grande échelle et, comme ça a été le cas dans le passé sur d'autres chantiers, d'enfoncer des coins dans le marché français et d'adopter ces nouvelles façons de faire? Oui, il faut qu'on se démarque, indéniablement. Je parlais tout à l'heure de Smart Construction, qui est un système qui est capable d'optimiser la tonne déplacée d'un chantier. On a nos machines intelligentes qui permettent vraiment... d'être très fin sur les opérations sur un champ donné. On a des clients effectivement de plus en plus matures. C'est vrai que, et ça nous intéresse, des clients qui sont capables de vraiment calculer finement
les TCO, hein, le coût de la tonne produite. Ça nous intéresse beaucoup, puisque c'est là où on a une valeur ajoutée. C'est là où on peut aussi, avec les outils que Komatsu a développés, j'imagine chez les autres constructeurs aussi, mais voilà, on peut proposer quelque chose à des gens qui seront réceptifs et qui vont vraiment analyser la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter. Hein, ça, c'est critique. Donc voilà, des clients plus matures, plus digitalisés. À terme, Benoît, tous les clients seront réceptifs à ces propositions. Il restera une frange ou une part importante du marché qui n'est pas du tout orientée vers ces prestations. Pour avoir conçu effectivement le pack connectivité et services, en le réfléchissant, je me suis confronté effectivement à un certain nombre de clients pour proposer de les embarquer sous ce type de souscription. J'ai encore à ce stade rencontré aucun client que ça n'intéresse pas. C'est-à-dire que ils n'ont pas tous la même sensibilité par rapport aux différents engagements qu'on leur propose. Certains vont trouver beaucoup d'intérêt à recevoir ce rapport tous les mois parce qu'ils vont partager des informations avec leur opérateur ou se comparer par rapport à un benchmark national pour une même machine. D'autres vont trouver beaucoup d'intérêt à dire mais vous me garantissez la qualité de ma donnée. Et ça m'intéresse parce que c'est une donnée que je partage avec mes propres clients, des loueurs par exemple. D'autres vont être intéressés pour se désengager d'une partie administrative ou d'un support technique à leurs propres équipes techniques et donc accès au diagnostic à distance. Donc chacun y trouve un intérêt. Et après, sur les grands chantiers linéaires, on est à un stade où il y a un bon timing, je trouve, dans la convergence de différents outils qui étaient avant des outils divers de guidage, de mesure de la productivité et de suivi de flotte chez Caterpillar. Donc on a la chance d'arriver à un moment où on est vers la convergence de tous ces outils dans un seul qui est Vision Link, et donc de présenter dans un même outil l'avancement de la gestion de son parc, donc plutôt pour des gens de maintenance, et pour les exploitants, des données de consommation, des données de productivité à la tonne, voire même très vite des données de qualité de travail avec le guidage. Le fait que personne ne vous ait opposé un argument, c'est parce que ce sont des clients Bergera-Monnoyer qui ont toujours été sensibles au service, au sens large, ou c'est parce que vous considérez que c'est l'évolution normale de la filière? Non, pas forcément des clients qui étaient loyaux envers nous sur toute la gamme de produits et de services qu'on peut proposer. J'ai des exemples en tête où on proposait déjà un premier niveau de service qui était la connectivité et un lot de filtres. Le lot de filtre au bon moment, et des clients n'étaient pas acheteurs de ce type de prestations. En revanche, maintenant qu'on a packagé ces 10 engagements-là, la réaction était toute différente et on a embarqué effectivement un certain nombre de parcs complets sous cette offre connectivité et services. Pour faire la transition avec la deuxième table ronde, est-ce que pour vous, Elisa, c'est le meilleur moyen de tenir à distance les nouvelles marques entrantes sur le marché français? Non, je pense qu'évidemment, eux aussi vont réfléchir à des outils pareils. Peut-être que nous, on aura déjà acquis la compétence pour y répondre, mais je pense que de toute façon, ils y viendront aussi pour nous contrer forcément. Donc il faudra toujours être en continuelle évolution, en avance d'une phase et être meilleur que les autres. C'est une constante. David, une petite question pour terminer. Est-ce que ce panorama du marché français, donc avec des exigences fortes en termes de SAV, une relation assez proche du matériel dans l'entreprise, c'est quelque chose que l'on retrouve ailleurs? Oui, je pense. Les Allemands sont très friands aussi de ça. C'est pas les mêmes structures d'entreprise. Mais je pense qu'aujourd'hui, on parlait de digitalisation. Nous, on vend 5 milliards à travers un portable aujourd'hui, parce que les seules façons d'acheter une machine chez nous, c'est soit un ordinateur, soit un portable. En France, on fait à peu près 130 millions. On n'a aucun contact avec nos acheteurs. On a contact qu'avec les vendeurs. Et on en vend quand même 50 millions et ils achètent à des prix forts à travers un portable. Donc ça s'est démocratisé. Je pense qu'aujourd'hui, le monde a changé après le Covid. Et aujourd'hui, ces clients, que ce soit je pense qu'en France, on va plus loin dans le CO2. Vous parlez tout à l'heure, nous, on a été obligé de se redéployer, créer 5 sites pour être proche des clients parce qu'on mesure l'impact carbone de la vente de matériel d'occasion, le transport du client pour des loueurs, pour des nationaux, etc. Donc, en France, on a été plus loin. Mais je pense qu'il y a 2 pays qui vont très loin et qui sont très proches de la connectivité. C'est les Allemands et les Anglais. Les Anglais n'ont pas ce système de maintenance, ils n'aiment pas trop, mais ils sont venus, ils sont très très friands de toutes ces technologies et ça va très vite. Et le 3e pays, je parlerais, qui est très fort là-dedans, c'est les Japonais. Oui.
Les Japonais, ils sont dans avec des contraintes de ils main-d'œuvre. sont dans un autre monde. Moi, j'ai des collègues qui sont au Japon, on est présents au Japon, quand on lit certaines choses. Et après, je pense que un pays où il y a une forte envie de digitaliser, c'est les États-Unis. Donc Caterpillar, là-dessus, ont des modèles ils vont très vite. Mais les clients sont friands. Et comme on disait, le coût du matériel aujourd'hui, avec l'inflation depuis 4 ans, fait que les clients sont obligés, soit les nationaux, même les petites PME, d'avoir des outils pour contrôler. Parce que c'est un coût, c'est un investissement, les CAPEX sont colossaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et puis il y a une autre chose, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, je pense. Moi, j'ai des enfants aussi, ils sont dans la technologie, c'est fini. On n'est plus au monde de mon grand-père, là où on prenait le marteau et on cherchait où il y avait un problème, ça c'est terminé. La détection de panne, etc., les gens, ils ne veulent pas être arrêtés. C'est trop cher aujourd'hui. Donc je pense que oui, la France est en avance sur plein de choses. Je pense qu'il y a, bon, vous êtes un peu le leader, Catherine Bergera, à travers votre... Mais tout le monde est obligé de s'y mettre. Et quand vous parlez de nouveau, les Chinois, nous on travaille beaucoup en Chine, on est en Chine depuis des années. Ils vont très vite. On regarde dans l'électrique, XCMG ou Sany, je cite ces gens-là, mais ils sont hallucinants, quoi. Eux ont grillé quelques étapes. Oui, ils vont très vite. Et après, donc ils arrivent... Leur problématique, nous on a l'historique de nos clients. On a une relation, je parle des Européens, pas forcément des Français, et ils n'ont pas cette culture du SAV qu'on a nous. Et nos clients européens, ils sont très très friands, comme les Américains. Ils sont friands du rapport humain, du rapport avec son concessionnaire, etc. Donc ça va prendre des années pour eux. Je pense que ce ne sera pas facile. Mais je pense qu'aujourd'hui, en Europe, même pour le matériel européen, parce que je défends en européen, donc je défends les valeurs des matériels fabriqués en Europe, je pense qu'on peut apporter beaucoup de choses. Il ne faut pas avoir peur des autres. Je pense qu'on on a des belles marques en Europe qu'il faut défendre. Et des valeurs qu'il faut défendre. Et donc, indépendamment du contexte conjoncturel, on voit bien que le service est au cœur d'une société de distribution de matériel. Ça l'a toujours été puisque c'est un petit peu l'historique même de ce métier, mais ça le devient de plus en plus avec des enjeux nouveaux qui demandent des compétences particulières, des ressources importantes et des choix technologiques qui peuvent être déterminants pour l'avenir. Oui, en plus, nous, on a l'expérience, on a aussi une filiale dans l'agricole, donc on a l'expérience de l'agricole où le service est avant le commerce. Donc ça nous aide aussi à suivre un chemin que l'agricole a pris depuis un moment. Donc c'est vrai qu'on a cette force-là aujourd'hui, d'avoir une sœur qui a marché dans ce chemin-là, et donc on peut suivre. Qui a ouvert un peu la voie, voilà, et qui ça. nous permet de pas suivre, tout découvrir, voilà, qui nous permet de suivre le chemin. et peut-être de prendre de bonnes idées. Voilà, exactement. Tout métier étant par ailleurs... Nous arrivons au terme de cette première table ronde. Avant de rendre l'antenne, je vais demander à Mathieu de relayer les questions des internautes qui nous ont suivis ce matin. Mathieu, une première question pour nos invités. Alors, j'aurais 2 questions. La première, c'est à propos des contrats de location longue durée avec service complet. On a vu Bergera Moneyer conclure ce type de contrat avec la société Iprema fin 2023. Est-ce que c'est un modèle quel est l'avenir de ce modèle? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le futur du distributeur? La question est pour Benoît. D'accord. Donc c'est un modèle qui fonctionne, puisqu'on a effectivement parlé d'un client avec qui on a renouvelé une deuxième série de contrats. Je pense que ça fait partie, moi, de la palette effectivement de solutions qu'on propose à nos clients. C'est pas un modèle qui convient à tout type de clients ni à tout type de situation, mais pour des clients qui souhaitent sécuriser un certain nombre de coûts et faire en sorte soit de les variabiliser par rapport à des heures, soit de sécuriser et de réserver leurs capitaux pour d'autres investissements clés. Voilà, c'est une solution intéressante qui est régulièrement montée en puissance dans la panoplie de nos offres et qui représente aujourd'hui une part significative de nos offres, la location longue durée, que ce soit Solid Rent ou Flexi Rent qui sont les 2 offres, et ultimement le PPU. Et que vous préconisez pour des activités récurrentes sur des périmètres bien maîtrisés. Donc on a beaucoup effectivement de clients industriels, par exemple, qui souscrivent à ce type de solution, voilà, et même des clients carriers qui, pour certaines parties de leurs applications, par exemple des applications de chargement de transport, trouvent un intérêt dans ce type de solution pour avoir un coût fixe pour des matériels qui sont hautement utilisés. Elisa, un retour d'expérience sur ce type de prestations, de services? Oui, on sent en effet que c'est quelque chose qui fonctionne. On a aussi l'accompagnement du client qui, par ce système-là, a l'impression d'être plus suivi, plus accompagné par le concessionnaire, je pense, oui.
et le SAV. Julien, c'est également quelque chose que vous avez Et oui, dans les tiroirs. Stabilité financière, ça c'est vrai, quelque chose de très important pour ces clients qui sont dans la production en fait. Hein, effectivement, si on parle pas de chantier, là on parle de choses qui sont stabilisées et effectivement nos clients sont aussi dirigés vers des financiers et qui, je pense, aiment ce côté stabilité, engagement sur le long terme, hein, accompagné de contrats de service qui garantissent à la fin effectivement une valeur de revente intéressante avec une valeur résiduelle après contrat plus intéressante que s'ils le revendaient par eux-mêmes avec un achat au départ. Donc voilà, je pense que... Mathieu, une dernière question pour nos invités. Alors, ce serait pour Richie Bros. On a vu une évolution importante des prix des matériels ces dernières années. Est-ce que vous voyez déjà des conséquences dans votre activité de cette augmentation des prix ? Non, l'augmentation des prix, elle a été par le fait qu'il y avait un manque de livraison, il y avait un manque de matériel. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que le fait qu'on soit digitalisé, on en met beaucoup plus d'acheteurs. Avant, on avait 2, 3 potentiels, ce qu'on appelle des bidders en anglais, donc des gens qui achetaient dessus. Maintenant, on en a 10, 15, c'est-à-dire qu'on se régionalise, on a plus de gens, on pénètre plus les marchés et on a beaucoup plus d'outils. Comme tout est fait en ligne sur Internet, on a de l'IA, on s'approche des clients, on a aussi une marketplace à côté et on fait beaucoup de... Vous parliez de réseaux sociaux et de nous, on fait que de la communication digitale et sur le web, on sait où est l'offre et la demande. Donc tous les jours, on a des gens qui regardent ça, et même moi, je l'ai sur mon portable, on voit la demande, on sait où on va vendre telle et telle machine, on connaît la demande. Et c'est ce qui fait que les prix augmentent. En fin de compte, notre job... Alors que le marché s'est rétréci. Oui, mais nous, notre job, nous, on est une boîte de marketing. Hein. Tout à nous, fait. on est à travers le monde, donc on met des relations entre un Australien minier avec une machine française ou un Français qui cherche à acheter une machine aux États-Unis, on vend tous les jours. On vend plus de 5,6 milliards. On fait 15 milliards et on fait 5,6 milliards que dans la machine et on vend tous les jours. Donc on fait 1 milliard sur notre marketplace. Donc là, c'est avec un prix de réserve. Et la partie sans réserve qui est l'auction, mais aujourd'hui, on parle même plus de sans réserve, c'est un marché. C'est comme un marché boursier. Si par exemple, les valeurs boursières descendent, nos prix descendent. Si le gold ou le charbon baisse, bien sûr, ça fait baisser mondialement. Indexé, bien sûr. C'est indexé. C'est l'offre et la demande. Donc ce que l'on essaye de faire, bon, ça depuis 58, avant c'était avec un auctionnaire qui chantait, etc. Ça c'est fini. Aujourd'hui, c'est tout en ligne. Et donc, les outils, comme je disais, les Américains, on est 100% américains aujourd'hui, sont très friands de l'IA, sont très friands. Il y a un développement qui est colossal. Et Richie, donc, on s'appelle RB Global aujourd'hui. On essaye, on veut devenir sur la toile la référence. Donc, on a des outils comme Roos. On a acheté une société aux États-Unis il y a 4 ans qui nous prédit de la data dans la location et qui donne les trends de marché, de prix à travers le monde. Donc, tous les jours, on reçoit 25 à 30 000 factures de transactions de vente de nos concurrents. On achète des factures et toute cette data, ça nous donne des prix. Donc on a des algos qui nous donnent des prix. Quand on met des prix sur des lots de matériel où on travaille avec nos clients, en direct, on sait. Et on connaît même souvent où vont aller les machines. Donc c'est, quand vous parlez de prédictif, nous on fait du prédictif, savoir où est l'offre et la demande, etc. Donc on n'est pas en Europe, c'est plus compliqué, ce qui est des cultures. Mais je pense que le prix du matériel va baisser forcément parce que tant que le neuf est assez haut, ça ira. Là, ce qui se passe en Europe, vous parliez de maintenance, etc. Actuellement, c'est que les machines de moins de 5 ans, moins de 5 000 heures, c'est très, très demandé. Les prix vont vraiment... On voit, ça augmente, ça veut dire que c'est des machines... Là, de 2019, on arrive à des prix de 80 à 90% de la valeur de 2019. Parce qu'il y a une demande, parce qu'ils ne veulent pas... C'est inédit à ce niveau-là. Oui, mais parce que les marchés sont plus serrés et la demande est là. Vous prenez, il y a certains... On croit leur tracteur des bulles. Sur Chenille, actuellement, on voit des prix, là, depuis 3 semaines, on n'a jamais vu avant. Après, les pelles, je pense que ça va baisser, il y a un gros volume. Mais je crois que 2025, dans le matériel d'occasion, il va avoir ce que je pense qu'il y a beaucoup moins d'offres, il y a moins de renouvellement, et la demande est là. Donc, c'est toute la beauté de ce métier. Exactement. Évoluer dans un marché mondial qui est effectivement commandé par une demande globale, mais agir au niveau très local en s'assurant de la proximité avec son client final. C'est à ne jamais perdre de vue. Merci à tous les 4 pour cette première table ronde. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième qui commence à 11h. On va s'intéresser aux nouveaux entrants. À tout de suite.